Bien. On a l'habitude de commencer à l'heure aux archives départementales et métropolitaines. Alors, voilà, monsieur le conseiller départemental, monsieur l'adjoint au maire du 6e arrondissement, monsieur le président de l'association des rescapés de Montluc, mesdames et messieurs qui ont peut-être d'autres dignités et qualités dont je n'ai pas pris mémoire, madame Tardy qui aussi représente la métropole de Lyon. Les conférences que proposent les archives départementales et métropolitaines associent d'ordinaire un chercheur ou une chercheuse avec un ou une archiviste autour d'un fonds ou d'un document. Nous avons plus rarement l'habitude d'une présentation d'une œuvre littéraire. Mais en réalité, cette soirée n'est pas si déroutante puisque nous avons la chance d'y accueillir une auteure, Gaëlle Nohan, et une archiviste, une enquêtrice, donc une archiviste quelque part, Nathalie Netiers-Lebig, autour des archives. Alors, je ne suis certainement pas le plus qualifié pour présenter un roman. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé tout à l'heure à un de mes collègues, il faudrait peut-être présenter le roman, j'espérais qu'il allait me répondre, pas de problème, je m'en charge. Et il m'a répondu quelque chose du style, vous le ferez très bien, donc voilà. Alors, ce que je vais vous dire est très réducteur. Et comme je l'ai dit à Gaëlle Nohan et à Nathalie Netiers-Lebig, on ne présente pas un roman comme ça, mais je vais quand même le faire. Le roman nous offre de suivre Irène, qui travaille depuis 1990 dans le grand centre de documentation sur les persécutions nazies de Bad Arolsen. Irène qui est désormais chargée de restituer aux familles tous les objets dont le centre a hérité à la libération des camps. Cette quête d'Irène et ses rencontres bouleversantes se croisent avec sa propre histoire. Le roman de Gaëlle Nohan offre, me semble-t-il, 3 lectures croisées qui s'éclairent mutuellement. Il y a d'abord le portrait d'Irène, une femme habitée par un métier qui est une vocation, la recherche de documents et l'identification des personnes déportées ou disparues pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil de la lecture, on s'attache à Irène, à son fils Hanno, à leurs amis, notamment les Glaser, à son ami de jeunesse, Antoine, et même un peu finalement à son ancien mari et à ses parents, même si c'est le lourd secret que portent ceux-ci qui a fait éclater le ménage d'Irène. On s'attache à ses collègues de travail, et d'abord Eva, grande figure, qui incarne la vocation première du service international de recherche d'Arolsen. Mais on s'attache aux autres aussi, notamment Henning, que moi j'aime bien, parce que, comme vous l'écrivez, c'est un méticuleux capable de passer des semaines à situer un hameau yougoslave qui a changé plusieurs fois de nom depuis les années 40. Il aurait pu faire l'école des chartes. Et puis Charlotte Rousseau, la directrice qui a ouvert les archives d'Arolsen sur la recherche. Mais on s'attache d'abord aux recherches d'Irène et à ce que cela représente pour elle, parce que les archives et les recherches et les rencontres, évidemment, ne la laissent pas indemne. C'est la deuxième lecture, celle à laquelle forcément tous les archivistes, et il y en a pas mal dans cette salle, il y a peu de conférences organisées aux archives départementales ou métropolitaines où je vois autant de collègues dans la salle. Parce que, évidemment, on est très sensible à ce que vous dites des archives, et c'est pourquoi le roman d'ailleurs a été relayé dans des revues professionnelles, dans Archimag, qu'un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas, mais que d'autres fréquentent régulièrement, ou bien sur le blog même de certains collègues, et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles nous le présentons ce soir. Ce roman est un hymne aux archives, et puis quand même la dédicace, elle est aux témoins, mais elle est aussi à tous ceux et à toutes celles
qui garde vivace la mémoire des disparus. Alors on en a pris pour nous une petite partie. Ce roman, c'est un hymne à l'impérative nécessité d'ouvrir les archives à un plus large public, et ce que vous dites de la transformation du centre d'Arolsen est très significative à cet égard. Ce roman rappelle l'absolue nécessité de travailler ensemble, entre centres de mémoire, entre associations mémorielles. Vous évoquez Yad Vashem, bien sûr. Et pour bien des lecteurs, si j'en juge par les nombreux commentaires postés sur les réseaux sociaux, le roman a tout simplement permis de découvrir les Arolsen archives, le plus grand centre d'archives du monde, dont aujourd'hui près de 80-90% des fonds sont numérisés. Voilà, sont en ligne. Mais le roman permet aussi de mesurer la fragilité de ces documents d'archives, ceux que certains, y compris au sein même des archives, ont voulu détruire pour effacer la mémoire des crimes nazis, ceux que d'autres, comme les Juifs du ghetto de Varsovie, ont cherché à préserver. Et pourtant, au début, Irène, comme peut-être beaucoup d'entre vous, elle n'a pas une formidable impression des archives. C'est d'abord l'odeur qui la saisit, ce mélange de moisis, de vieux papiers, d'encre de photocopie. Mais elle est progressivement happée par ce métier, exaltée par cette recherche, parce que, écrivez-vous, et dit-elle, en cherchant les morts, on trouve les vivants. Et moi, j'y entends l'écho de la phrase célèbre de Michelet, « Ces papiers ne sont pas des papiers, mais des vies d'hommes, de femmes et de pays. » Les morts et les vivants, c'est la troisième lecture, la plus grave et sans doute la plus fondamentale. Cette restitution des destins bouleversés par la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz, à Treblinka, à Ravensbrück. Et comme, alors cette citation-là, ce n'est pas de moi, c'est des différents critiques, comme un roman policier à l'envers, les rencontres d'Irène la guident pour remonter le fil. On croise les morts, leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que Irène a désormais la charge de restituer les objets dont le centre a hérité, je l'ai dit tout à l'heure. On est bouleversé, ce n'est pas une formule, on est bouleversé par ces portraits, par ces parcours exceptionnels, par ces récits, le récit des enfants volés. On apprend aussi des choses, la révolte des jeunes femmes qui servaient de cobayes à Ravensbrück, ou qui ont été cachées par d'autres déportés. Et puis bien sûr, vous comprenez tous ce que cette histoire signifie pour nous, ici, aux archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, et ce que cela signifie à Lyon. Comment ne penserions-nous pas au mémorial de l'oppression, au fichier des internés de la prison de Montluc, aux dossiers rassemblés et constitués par l'Association des rescapés de Montluc, à tous ces documents fragiles que nous collectons, et je pense par exemple, monsieur le maire adjoint, au dossier, au rapport sur l'arrestation de Paul Touvier que vous nous avez remis, que vous avez remis à M. Brun, conseiller départemental, ici même l'année dernière, en présence du regretté Claude Bloch. Il ne faut pas cacher que certaines pages de votre roman sont lourdes, mais votre délicatesse et le contrepoint offert par le parcours personnel d'Irène les éclairent et à la lecture nous éclairent aussi sur nous-mêmes. Ces trois lectures, elles se croisent déjà dans le titre de chaque chapitre. C'est toujours un prénom, parce que ce sont les hommes, les femmes et leur destin qui forment la trame de l'ouvrage, qui en déroulent le fil et qui nous retiennent. Alors pour écrire un tel roman, il fallait une auteure sensible et engagée. C'est bien le cas de Gaël Nohan, qui vit ou qui survit de son œuvre depuis la publication en 2007 de son roman L'encre des rêves. En 2017 apparut votre troisième roman, Légende d'un dormeur éveillé, consacré au parcours de Robert Desnos, poète et résistant, un roman qui emmène des années folles à la période de l'occupation et qui a reçu le prix des libraires. Et c'est, vous nous le direz sûrement, ce roman qui vous a conduit, mais peut-être après sa publication, à découvrir la richesse des archives d'Arolsen et aussi la qualité de ses équipes. Un roman aussi qui vous a donné une audience plus large, vous permettant de vous engager, vous aussi, notamment pour un meilleur statut des auteurs, parce que vous êtes une femme engagée. Et j'ai aimé
comme archiviste, comme historien, ce que vous avez dit dans votre interview à Mag de Lyon au sujet des enquêteurs d'Arolsen qui cherchent à restituer des objets au prix de longues recherches. Je trouve que cette démarche est belle, car elle est aux antipodes de notre époque actuelle centrée sur le profit. Mais pour écrire ce roman, il fallait aussi une documentation solide et le conseil d'une experte. Et c'est là que vous avez été aidé, guidé, vous trouverez le verbe qui convient, par Nathalie Le Tercier-Big, qui était depuis 2016, comme Irène, coordinatrice du département recherche des archives d'Arolsen, au moment où le centre a lancé son programme de restitution Stolen Memory, archives volées, mémoire volée. Alors je ne vais pas insister sur la manière dont vous avez travaillé ensemble, parce que nous allons vous entendre précisément, ça fait déjà bien trop longtemps que je parle, mais je vous remercie particulièrement, Nathalie Le Tercier-Big, d'être venue d'Arolsen jusqu'ici, ce qui, je le sais, n'était pas des plus simples. Avant de vous donner à l'une et à l'autre la parole, je voudrais juste dire encore deux choses. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, Marie-Ange Villeray et Pierre Chamard, parce que ce sont eux qui m'ont signalé votre roman, qui m'ont très vite, d'ailleurs, je dois le dire, convaincu qu'il devait être présenté ici, et ce sont eux qui, avec un certain nombre de collègues, ont pris en main toute l'organisation. Et surtout, je voudrais insister sur la grande qualité de ce roman. Un récit bouleversant, un travail historique extrêmement documenté, mais d'abord un vrai roman, une œuvre littéraire, avec un style qui nous tient en haleine. Ce n'est pas pour rien qu'il a reçu notamment le prix RTL Livre Magazine, et vous m'avez dit aussi un prix à Blois, où il y a chaque année le Salon d'Histoire. Mais il me plaît que ce roman ait été écrit par une Lyonnaise, par une métropolitaine, et qu'il trouve son point de départ et aussi son point d'arrivée dans les archives. Merci de l'avoir écrit, merci de l'avoir documenté, et merci d'être avec nous ce soir. Je peux prendre le deuxième micro pour Nathalie ? Alors, déjà, je veux vous remercier pour ce... Je suis très touchée par cette présentation, le soin de cette présentation par votre lecture de mon roman que j'ai trouvé vraiment belle. Quoi que vous disiez, vous ne l'avez pas réduit, au contraire, vous avez ouvert les poumons du livre et ce lien avec les archives, le fait que cet enjeu vous ait particulièrement touché ici, qu'on soit là ce soir, qu'on ait été invité, en effet, grâce à vous, Monsieur Galland, grâce à Marie-Ange et Pierre. Moi, ça me va vraiment droit au cœur parce que c'était, je l'ai dit à certains d'entre vous tout à l'heure, mais je n'aurais jamais espéré en écrivant ce livre que des archivistes puissent se sentir autant concernés par cette histoire, par ce roman. Je suis particulièrement heureuse d'être là ce soir pour toutes ces raisons et aussi parce que quand Pierre et Marie-Ange m'ont parlé de la rencontre au tout début, ils ont tout de suite envisagé d'inviter Nathalie Le Tercier-Big et ça fait un long voyage. Nathalie aujourd'hui est à la retraite, de toute fraîche retraitée. Et je me disais, ça va être quand même assez compliqué tout ça, mais si on pouvait le faire, ce serait formidable. Et donc pour moi, c'est une grande joie, une grande émotion d'être là ce soir avec toi, Nathalie. Nathalie, sans qui ce roman, je pense, n'existerait pas.
Voilà, donc on va essayer ce soir. Alors, on va s'appuyer, je vous demande votre indulgence pour... donc j'ai créé un portfolio pour nous accompagner. Il y aura une grande part d'improvisation parce que la seule fois où je me suis servi de ce portfolio, j'étais seule en scène. Donc là, évidemment, il s'agit de dialoguer et de pouvoir aussi laisser Nathalie vous expliquer, puisqu'elle est bien mieux placée que moi pour le faire, son travail et les missions de ce centre d'archives. Mais voilà, j'espère que vous serez indulgents sur le côté non pro de cette conférence. Et déjà, peut-être, je vais commencer par dire juste que pour moi, le point de départ de cette histoire, de ce qui est à ce jour le plus difficile, bouleversant et passionnant voyage entre la réalité et la fiction que j'ai eu à vivre en tant qu'auteur, c'est l'hiver pour moi 2020, un peu avant le confinement, quand une amie m'a écrit en m'envoyant un lien vers les archives Arolsen, parce qu'elle avait lu mon roman sur Desnos. Je pense qu'elle avait contacté Arolsen pour retrouver des traces de ses grands-parents morts à Sobibor. Et elle m'envoie un jour ce lien en me disant « Regarde ce site, regarde ces archives, ils ont des documents sur Robert Desnos ». Et tout commence là, puisque là je découvre ces documents qui sont des petits... Robert Desnos a été déporté, il est mort en déportation. Il a été transféré dans plusieurs camps. Il a été déporté pour résistance. Il est passé de Auschwitz jusqu'à Térésine, qui est le bout de son voyage. Entre les deux, il y a eu beaucoup d'autres camps. Et je tombe sur les traces administratives de sa déportation, avec son écriture, avec sa signature, avec des renseignements comme ça, qui très privés, des petits détails, moi, qui m'ont bouleversée. Et sans doute les dernières traces de lui. Et j'ignorais que ces documents existaient. Et j'ignorais l'existence du centre d'archives d'Arolsen. Alors que je peux dire que je lis sur ces sujets, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale, depuis que j'ai 12 ans, que j'ai jamais vraiment arrêté de lire sur ces sujets, et que j'ai beaucoup travaillé, quand je travaillais sur Robert Desnos, je croyais avoir fait le tour de toutes les traces. Et je découvre celles-là, qui sont... là, on est tout de suite dans l'archive très émouvante. Voilà. Et quand j'ai découvert l'existence de ce centre d'archives dont Nathalie va nous raconter un peu l'histoire, la première chose, j'ai su tout de suite qu'il y avait un roman qui m'attendait là et qui serait difficile à écrire et qui serait long et que c'était un énorme chantier qui s'annonçait. Mais c'était comme une force irrésistible et comme un rendez-vous pour moi. J'ai su que c'était mon rendez-vous avec cette histoire-là. Mais il me manquait un feu vert. Et dans un premier temps, surtout un projet qui s'annonce difficile, qui s'annonce un vrai défi à plus d'un titre, c'est le moment où il est fragile. Je doute aussi et j'ai très vite découvert l'identité de Nathalie en lisant un article d'une journaliste qui s'appelle Élise Carlin et qui racontait la mission de restitution de ces petits objets modestes dont on va parler et qui disait que la personne qui s'en occupait, qui en était chargée, s'appelait Nathalie Lethière-Slebig. J'ai bien sûr cherché immédiatement tout ce que je pouvais trouver sur Nathalie Lethière-Slebig. J'ai trouvé son nom sur des forums de descendantes déportées et son nom courait sur les pages de ces forums et les gens disaient « Alors si vous voulez vraiment quelqu'un de confiance, quelqu'un de formidable, d'extraordinaire, d'incroyablement dévoué, de modeste, voilà, comme je dis qu'elle est modeste, et elle va rougir tout de suite comme ça, eh bien c'est à elle qu'il faut s'adresser. » Et au fil de ces pages de forum que je remontais, j'ai fini par tomber sur quelqu'un qui donnait son mail. Et donc, j'ai tout de suite envoyé un mail comme une bouteille à la mer en disant, voilà, moi, je voudrais écrire un roman. Alors, c'est peut-être très particulier comme requête, mais je voudrais écrire un roman sur ce que vous faites. Parce que moi, ça me touche particulièrement. Et que sans votre aide, je ne vois pas comment je peux y arriver. Et puis, une semaine plus tard, à peu près, rapidement,
Nathalie m'a répondu en me disant je suis tout à fait d'accord pour vous aider, et c'était un immense feu vert dont j'avais besoin pour commencer cette aventure. Voilà. Donc Nathalie, on va passer à la première image. Voilà. Alors tout commence donc dans cette petite ville allemande qui s'appelle Bad Arolsen, qui est dans le nord de la Hesse, pas très très loin de Kassel. Au nord de Francfort. Au nord de Francfort, voilà, où Nathalie, aujourd'hui tu vis, et où le centre d'archives d'Arolsen a été installé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et je vais te laisser nous expliquer comment il a été créé ce centre, par qui et pourquoi. Oui, alors donc aujourd'hui, donc les archives donc, de Bad Arolsen sont le centre le plus grand au monde sur les persécutions nazies, le travail forcé, les personnes qui ont été déplacées dans les camps des personnes déplacées après la guerre, donc les survivants. Mais sa tâche à l'origine était en fait de rechercher donc, les personnes qui avaient été séparées du fait de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1943, les Alliés ont réfléchi à la situation des millions de personnes qui se trouvaient en Allemagne et dans les pays occupés. Il fallait trouver une solution pour les identifier, répondre surtout aux demandes des familles qui s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles d'un proche. Donc ils ont décidé, dès 1943 déjà, donc, de créer un bureau de recherche à Londres, auprès de la Croix-Rouge britannique, pour essayer donc de recenser toutes ces personnes. Et ce bureau a donc suivi le front. Alors il est d'abord parti sur Versailles, de Versailles à Francfort, et il a fini donc par arriver donc à Bad Arolsen, dans cette petite ville de la Hesse. Hein, on se demande d'ailleurs pourquoi dans cette petite ville de la Hesse. En fait, parce que donc au cours donc des recherches, vous m'excusez, mais je suis une piètre oratrice et en plus je suis très émue. Moi, je travaille généralement derrière l'ordinateur, toute seule dans mon bureau. Donc alors donc pour rechercher donc les personnes, il a fallu donc collecter toute la documentation qui existait. Donc il a fallu par exemple rechercher donc les documents qui étaient dans les camps de concentration, les documents sur les travailleurs forcés, et tout est arrivé donc à Arolsen, parce que cette petite ville n'avait pas été détruite pendant la guerre, parce qu'il fallait trouver un endroit pour déposer, conserver toutes ces tonnes de documents qui arrivaient au fil du temps. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés là, dans cette ville où... d'accord. Oui. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Là. Ah bon, d'accord. Oui, alors du coup, j'ai perdu le fil. Oui. Alors, oui. Collecter tous les documents. Donc, il a fallu sur les camps de concentration, donc sur les travailleurs forcés, et aussi donc sur les personnes qui avaient survécu. Donc... oui, je vous dis, je suis pas une habituée. Faut vivre avec moi, ton micro. Merci. Ça, c'est les locaux. Donc, ce sont les locaux actuels. Actuels qui ont été créés en 1952, je crois, ça, ou 51. Oui, c'est ça. Donc, le bâtiment a été construit donc spécialement donc pour notre service. Mais donc à l'époque. Alors, on va remonter. Je pense que j'ai des vieilles photos. Bon, ça, c'est le bâtiment actuel. Toujours. Oui, le bâtiment actuel. Photo un peu plus ancienne. Quand on arrive, on a cette plaque en plusieurs langues. Voilà, comment ça s'appelait jusqu'à récemment. Oui, jusqu'en mai 2019, ça s'appelait donc Service international de recherche. Et nous avons donc changé d'appellation. Donc ensuite, nous appelons aujourd'hui donc Arolsen Archives. Et je pense qu'on peut dire aussi que tu parlais de récupérer tous ces documents. C'était très compliqué puisque au même moment, les Allemands faisaient tout pour les détruire le plus vite possible. Donc là, oui. On a une course de vitesse entre ceux qui veulent récupérer les traces. D'ores et déjà, ces archives, elles ont, depuis le début, elles sont dures à sauver. Voilà, dures à sauver.
et on les installe là. Alors, voilà, ça c'est un bâtiment. Vous allez voir des anciens locaux de l'ITS. Vous voyez qu'il y a marqué International Tracing Service Headquarters, quartier général de l'ITS. Alors, donc là, c'est un bâtiment qui a eu toute une histoire et vous allez voir, on va remonter un peu dans le temps, le même bâtiment, voilà, était... alors, c'est la spécificité. Tu peux nous expliquer la spécificité de la ville d'Arolsen? Oui, donc alors, en fait, Arolsen était donc une ville nazie, hein, une des premières villes nazies. Il se trouve dans la ville un château avec un prince qui était en fait donc un proche de Himmler et de Hitler. Et donc, après la guerre, quand les Alliés ont décidé donc d'emmener donc les documents à Bad Arolsen, vous imaginez, dans cette ville nazie, des documents aussi, qui parlaient des crimes nazis, donc ça n'a pas été tellement bien vu. Hein, et en plus, les installer dans l'ancienne caserne nazie, l'ancienne caserne SS, ça n'a pas vraiment été très bien vu par la population. Alors, puisqu'on parle de lui, voilà le prince Josias de Waldeck et Pyrmont. Le prince héritier à cette époque, dans les années 30, a rejoint Hitler dans les premiers, c'est-à-dire les préférés du Führer, les vieux de la vieille. Et là, moi, ce que j'aime, c'est qu'on va avoir sa vie résumée en 4 photos. Donc, la première photo, c'est le soldat volontaire de la guerre de 14. Vous voyez, là, après, on a le général de la SS. C'est qui alors, à gauche, vous l'avez plus jeune. Donc, pendant la guerre de 14. Ouais. Et à droite, voilà, il a carrément rejoint la SS, il a monté très vite les échelons et pendant la guerre, il installe dans son château un centre de formation pour l'élite de la SS, une division de la Waffen-SS et donc cette ville, vous imaginez, c'est une ville où il y a, moi je trouve, il y a un aspect féodal dans Arolsen et donc les gens de la ville vont être associés à cette ascension dans la SS par plein de manières. Et cette ville, on peut dire, est vraiment une ville SS. Donc, ce n'est pas n'importe quelle ville d'Allemagne. Et c'est quand même très ironique qu'on installe là ce centre d'archives. Et voilà les 2 dernières photos. Donc là, vous avez à gauche Josias dans son arrogance de général SS. Il était aussi chargé de superviser, de visiter le camp de Buchenwald. Et il a fait virer un commandant du camp pour la seule raison, à peu près, à ma connaissance, pour laquelle on pouvait virer un commandant de camp SS, c'est-à-dire pas la cruauté, bien sûr, mais les malversations financières. Et à droite, vous avez sa photo de condamné du procès de Nuremberg. Il a été parmi les plus hauts gradés de la SS, jugé à Nuremberg, condamné à la prison à vie. À l'époque, on lui retire son argent, on lui retire beaucoup de choses, qu'on va lui rendre au bout de quelques années. Oui, voilà. Ça, il est sorti assez rapidement. Il est sorti très rapidement de prison. Il a pu récupérer son argent. Il n'est pas revenu dans son château, mais il s'est installé pas très loin. Et il a vécu tranquillement jusqu'à sa mort dans le coin. Voilà. Alors, à l'époque, tu peux nous expliquer ce que c'est sur cette photo? Donc, ce que vous voyez ici, donc, ce sont en fait ce qu'on appelait donc, des personnes déplacées, donc, qui sont venues donc, en fait, à Arolsen donc, pour travailler donc, dans les archives, pour répondre donc, aux demandes, pour classer les documents, pour répondre aux demandes donc, des personnes qui étaient portées disparues. Et donc, ils étaient logés à Arolsen dans ces bâtiments. Et qui avait donc abrité donc la caserne SS. Donc voilà. Ça aussi c'est l'ironie du sort quand même. Hein, alors vous imaginez en plus donc les habitants d'Arolsen n'appréciaient pas de voir des survivants juifs, hein, qui en plus étaient certainement mieux traités par les Alliés qu'eux-mêmes. Donc il y a eu donc des mesures de sécurité à l'entrée du camp parce que il y avait des gardiens
pour empêcher donc que les Allemands rentrent dans le, enfin pas dans le camp, sur le site, hein, pour attaquer, si vous voulez, donc les survivants. Hein. Oui. Personnes déplacées, oui. Recrutées, si vous voulez. Disons qu'elles ont été recrutées, plus ou moins, elles ont été libérées dans les zones, là où elles étaient. Et donc en Allemagne, donc, il y avait plusieurs zones. Il y avait aussi donc, des bureaux de recherche. Et tous ces bureaux de recherche donc, sont venus à Arolsen, je pense au début des années 50, ont été centralisés. Et donc non seulement donc, les documents de ces bureaux de recherche sont venus à Arolsen, mais aussi le personnel. Et donc c'était donc, des personnes, des survivants qui ont travaillé. Donc, ouais. Et on peut dire aussi qu'il y avait un camp juste à côté, exactement. Et donc, il y a des milliers, à un moment donné, des milliers de personnes déplacées sont passées par ce camp de personnes déplacées pour, par exemple, apprendre des langues étrangères, apprendre un métier, attendre d'avoir un visa. Et pendant ce temps où ils sont là, certains vont être recrutés. Certains vont être recrutés, par exemple, parce qu'ils sont polyglottes. Et que, évidemment, dès le début, on a besoin de gens qui parlent toutes les langues, puisque les victimes parlent toutes les langues. On a aussi des gens qui vont être recrutés parce que ils ont eu envie d'aider, et puis ils ont été bons. Par exemple, il y avait un ancien déporté, si ma mémoire est bonne, de Buchenwald, qui avait saboté des expériences médicales. Parce qu'il était médecin et donc il avait été recruté en tant que déporté pour travailler avec les médecins SS du camp, et il a saboté des expériences médicales. Cet homme s'est retrouvé à un moment donné à Francfort et a commencé à travailler pour le premier bureau de recherche, et il va venir travailler pendant un temps à Arolsen, et il va être très très bon dans le travail d'enquête. Et puis après, il s'en va parce qu'il a eu son visa, et je crois qu'il a émigré aux États-Unis. Voilà, ça tournait en fait. Il y avait des gens qui arrivaient, d'autres qui repartaient, en particulier avant la fin des camps pour personnes déplacées. Et ce que j'aime moi aussi sur cette photo, c'est que c'est l'ancien terrain d'exercice des SS. Voilà, et que tous les jours, les personnes déplacées le traversent. C'est une belle revanche aussi, mais ça illustre aussi quand même cette histoire de personnes déplacées, que dès le début, c'est quand même particulier à cette ville. Cette ville, elle a un côté très replié, hein, on peut dire ça. C'est vraiment pas une ville lambda, ou peut-être c'est une ville lambda reculée d'Allemagne, on va dire, mais c'est pas, c'est très différent de Berlin, Bad Arolsen. C'est vraiment un endroit où on a cette mentalité un peu repliée, alors que dès le début, en tout cas dès la fin de la guerre, ça devient international par l'histoire, et que ce centre d'archives amène avec lui des gens de partout, finalement. Des gens de partout, et encore aujourd'hui, c'est une enclave internationale dans une ville allemande, mais il y a eu toujours une césure entre la ville et le centre d'archives, des relations très compliquées, et à l'époque, beaucoup d'animosité, beaucoup. Moi, j'ai retrouvé des anecdotes sur des anciens employés, justement des personnes déplacées. La responsable du personnel de l'époque, qui était allemande, d'ailleurs, une jeune allemande, parle notamment d'une ancienne déportée qui a eu des altercations avec des Allemands, et qu'elle dit que l'institution va la défendre. Je l'ai utilisée dans mon roman pour le personnage d'Eva, cette histoire-là. Mais donc ça illustre bien le clivage. Alors voilà, c'est le début des archives et c'est le fichier, ça, non, Nathalie? Non, ça non, ce sont pas les le fichier. Non, je pense pas. Hein, non, ça n'a pas l'air d'être le fichier encore. C'est pas le fichier. Enfin, c'est avant le fichier. Ouais, c'est avant le fichier. Ça, avant le fichier. Ouais. Donc les premiers employés d'Arolsen. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces personnes déplacées, c'était pour elles très important de travailler là. Souvent parce que ça a été une aide à la résilience aussi, travailler là. Aider les autres à renouer leurs liens, à retrouver leurs disparus, à aussi comprendre leur histoire. Quand on vit un grand traumatisme, on a de visibilité que faible sur ce traumatisme. On a été ballotté
sur les eaux de la survie, du hasard, de la chance, etc., pendant plus ou moins longtemps, des années pour certains, et en aidant les autres, et finalement, eux-mêmes découvraient l'étendue de la persécution nazie en aidant les autres. Et ce que je voudrais que tu nous dises, Nathalie, c'est que les premiers enquêteurs d'Arolsen, si j'ai bien compris, ils ont enquêté sur le terrain. En fait, ils découvraient cette guerre et toutes les dimensions de la persécution nazie sur le tas, finalement, petit à petit. Et ils ont mené des enquêtes. Par exemple, ils recevaient un courrier de quelqu'un qui mentionnait une expérience médicale. Ils n'avaient pas entendu forcément parler des expériences médicales. Et ils allaient enquêter sur le terrain et ils ont créé, dès le début, des archives. Par exemple, je pense aux Marches de la Mort. Tu peux nous expliquer un peu le travail de l'ITS? Le travail de l'ITS. Oui. Oui, donc alors, bon, au moment de l'évacuation donc, des camps, donc il y a des convois ont été envoyés donc, pour, disons que, pour vider les camps, parce que les nazis ne voulaient donc laisser aucune trace donc, de leur crime. Donc les détenus étaient envoyés dans le cadre de Marche de la Mort. Et donc, naturellement, beaucoup de personnes sont décédées en chemin. Et ont été donc, on en a retrouvé donc des cadavres qui ont été enterrés à la va-vite. Et donc après la guerre, on a essayé donc d'identifier ces corps. Alors à l'aide donc de documents qui ont été faits par l'ITS, c'est-à-dire de listes de matricules de détenus, on essayait donc sur le trajet donc des Marches de la Mort donc d'identifier donc ces personnes à l'aide par exemple d'un vêtement où il y avait un matricule, et c'est comme ça donc on a pu dans certains cas donc identifier, mais bon dans beaucoup de cas malheureusement ça n'a pas été possible. Et vous avez aussi ils ont aussi cartographié les tracés des Marches de la Mort, ce qui n'avait pas été fait par exemple. Retrouver l'emplacement des corps, non? Retrouver l'emplacement des corps. Des corps qui avaient été enterrés par les villageois, par exemple. Il fait des enquêtes donc, sur place auprès des mairies pour savoir si l'un ou l'autre habitant avait peut-être vu où on avait enterré un corps, donc pour procéder à des exhumations. Et ils ont aussi, il me semble, créé le premier... comment dire ils ont créé la première liste des camps. Lister, compter les camps, c'est ça, parce qu'il y avait énormément de camps et juste après la guerre, on n'en connaissait pas le nombre. On a découvert plein de camps et même des petits camps, tout ce qu'on appelle les commandos des camps, etc. Et ça, c'est l'ITS, si je me souviens bien, qui a établi la première cartographie vraiment sérieuse des camps et la première liste des camps qui, pour eux, dont ils avaient besoin, qui était un outil de travail, tout simplement. Alors voilà, les conditions de départ, c'est vétuste et c'est pas terrible. Ils travaillent avec les fuites, voilà. Et moi, en découvrant cette histoire, je me suis dit, dès le début, que le centre d'archives d'Arolsen devait être en quelque sorte un personnage de mon roman. Parce que plus je découvrais cette histoire, notamment grâce à Nathalie, mais aussi grâce à des sources d'archives, il n'y a pas tant d'archives que ça pour l'instant sur le centre, mais il y a quand même quelques brochures, quelques articles, etc. L'histoire de ce centre d'archives en elle-même, je ne pensais pas, mais elle est incroyablement romanesque. Installer ce centre d'archives avec des anciens déportés dans une ville SS, et puis au fil du temps, ça a été très mouvementé parce que ça épouse parfaitement le chemin de la mémoire, je trouve, et en Europe et en Allemagne, avec les mêmes moments où on a l'impression qu'on recule. On est dans des phases de déni, et puis les années 50, avec la guerre froide, on va reculer en fait, puisque la guerre froide va avoir un impact énorme sur ce qu'on appelait la dénazification. On va relâcher en masse des criminels de guerre, etc., parce que l'Allemagne, la RFA, est devenue l'allié de l'Ouest dans la guerre froide. Peut-être qu'on peut dire aussi, dès le début, là, c'est que la guerre froide est très importante dans l'histoire d'Arolsen et que dès le début, l'ITS est une pomme de discorde avec Staline. Pourquoi? Alors, c'est lié aux déplacés, aux personnes déplacées.
dès le début, sur les zones d'occupation américaine, française, anglaise, les alliés de l'Ouest, bien avant que ça soit vraiment la guerre froide, vont décider que les anciens déportés, les anciennes personnes déplacées qui sont sur ces territoires dans des camps pour personnes déplacées, si elles ne le souhaitent pas, elles n'ont pas à regagner les pays de l'Est. Parce que certaines n'ont pas du tout envie de rentrer et de se retrouver sous la férule des soviétiques après la férule des nazis, par exemple. Ou alors, tout simplement, ont perdu toute leur famille et donc ça n'a pas de sens de retourner sur un lieu où tout le monde est mort et où c'est pour vous un territoire de mort. Donc, et Staline, lui, il n'était pas forcément... il n'a pas vu d'objection à la naissance de l'ITS, mais très vite, il va dire non, les ressortissants des pays de l'Est doivent rentrer, on ne leur laisse pas le choix, ils doivent rentrer chez nous, ils doivent rentrer dans leur pays. On ne doit pas leur laisser le choix. Et donc, c'est pour ça que c'est la première pomme de discorde. Et ça va être vraiment le début de la guerre froide, en quelque sorte. Oui, oui, tout à fait. Mais il y avait pas mal de ressortissants de l'Est. Et donc, ces gens vont... Et puis, ça va devenir aussi un argument de l'Ouest dans la guerre froide, puisque en leur disant « vous avez le droit de rester chez nous » ou d'émigrer dans d'autres pays à l'Ouest, c'est une manière aussi de leur vendre le modèle de l'Ouest, la démocratie, etc. Donc ça, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comme archive ? Bien, ça, c'est un formulaire donc, de demande donc, qui était envoyé donc, au service international de recherche donc, et qui pouvait arriver donc, par l'intermédiaire donc, des bureaux de recherche dans les différentes zones. Alors, vous voyez, donc, c'est une demande qui date ici donc, de 1947. Voilà, et qui, donc, de telles... alors, les premières demandes arrivaient sous cette forme, sous forme de formulaire. Mais au fil du temps, nous recevions naturellement donc, des demandes des personnes, des familles, qui étaient donc très, très détaillées, hein, donc qui nous permettaient souvent donc, aussi donc, d'apprendre les conditions des arrestations des personnes. Et c'est pour nous, aujourd'hui encore, toutes ces demandes qui sont arrivées dans l'après-guerre, ce sont comme des documents historiques, parce que nous avons non seulement donc, les demandes des familles, mais aussi les témoignages des survivants qui se sont adressés à nous en nous racontant donc, leur histoire. Comme là, on est au point de départ en quelque sorte d'une enquête, peut-être que tu peux nous expliquer ce qu'est le fichier central. Oui, alors, donc quand nous avons reçu, enfin disons, enfin pas nous, mais je parle nous, les employés de l'ITS de l'époque, donc tous ces documents donc, qui arrivaient donc, de toutes les directions, il a fallu donc trouver un système pour accéder donc, le plus facilement possible et le plus rapidement possible donc, aux informations pour répondre aux familles. Alors, comme on a constaté qu'il était très difficile de retrouver un nom parce que les noms avaient été écorchés, mais vraiment de différentes façons. Hein. Donc, vous aviez dans les camps, souvent, à l'arrivée des convois, les personnes qui procédaient à l'enregistrement étaient eux-mêmes des déportés. Alors, imaginez un déporté français qui enregistre le nom d'un Russe ou d'un Polonais. Alors, donc, c'était phonétiquement. Alors, on a décidé donc, de mettre au point un système phonético-alphabétique qui nous permet donc aujourd'hui encore donc, de retrouver un nom dans notre fichier, même si le nom est tout à fait écorché. Alors vous avez, par exemple, on s'est aperçu par exemple le nom Abramovitz, on en a à peu près 840 variantes. On a aussi donc les prénoms des détenus qui ont été aussi souvent germanisés, ou alors vous avez par exemple un jeune Russe, quand il a été enregistré pendant la guerre, il a dit « je m'appelle Sacha ». Mais aujourd'hui, il s'adresse à nous, ou alors sa famille, il dira, ça sera Alexandre, parce que Sacha était donc on a tenu compte de toutes ces possibilités. Vous avez le prénom Elisabeth, on le retrouve sous 240, à peu près 240 variantes. Hein. Par exemple, Elisabeth et Bettina, c'est la même chose pour nous. Donc, alors pour trouver plus facilement donc, un document pour une personne, tout est classé en fait
pas alphabétiquement, mais phonétiquement dans notre fichier central. Et ce fichier central contient en fait 50 millions de fiches de référence qui concernent 17 millions et demi de personnes. Donc, alors dans ce fichier donc, central, il y a non seulement donc, les fiches qui ont été établies sur la base des documents, parce que chaque document qui arrivait chez nous était fiché. C'est-à-dire que vous aviez donc des secrétaires qui, pendant des jours et des jours, donc, tapaient les noms qui étaient sur les fiches. Chaque nom, une fiche. Et sur cette fiche, chaque fiche nous permet aujourd'hui, enfin maintenant elles sont numérisées, mais de retrouver le document où se trouve l'information. Mais nous avons aussi fiché les demandes, c'est-à-dire quand quelqu'un s'adressait à nous, on fichait donc le nom de la personne recherchée, et le nom, prénom, date de naissance. Et comme ça, donc, quand on allait donc reclasser, on allait dans le fichier central avec ces fiches, on pouvait voir tout de suite si on avait un document qui concernait la personne. Et la personne qui a créé ça, on peut le dire quand même, c'était Monsieur Ostrovitsky, oui. que j'appelle dans mon roman le cerveau, parce que c'était un homme assez brillant et qui était un pilote dont l'avion s'était écrasé à côté d'Arolsen, et il a passé 2 ans dans des hôpitaux. Il est ressorti sur une seule jambe, mais il a été embauché pour ses talents de polyglotte à l'ITS assez vite. Et il a mis au point, c'est lui qui a eu l'idée de ce fichier, avec un certain nombre d'autres personnes déplacées qui étaient polyglottes aussi. Certains parlaient 11 ou 12 langues. Donc, et cet homme, tu l'as connu. Ah oui, moi je l'ai connu. Voilà. Oui. Donc il est resté très longtemps. Alors ça, c'est encore vraiment un document des débuts. Des débuts de 1945. Parce qu'on parle encore... Arolsen est sur la zone américaine d'occupation. Hein. Donc l'armée américaine, dès le début, a vraiment veillé sur la destinée de l'ITS. Et notamment dans les premiers... il y a eu dans les premiers directeurs des gens qui faisaient partie de l'armée américaine avec une hiérarchie militaire américaine. Et j'en viens à mon travail sur le roman. Après mon premier échange avec Nathalie, donc après son feu vert magnifique, j'avais réservé une chambre d'hôtel à Arolsen, j'étais prête à partir, et là on a été confinés. Et on a été confinés longtemps, et donc non, j'ai pas pu y aller. En fait, j'y suis allée pour la première fois, le livre était fini quasiment. Donc, j'ai dû me débrouiller toute seule. Alors, pas entièrement toute seule, puisque Nathalie a été assez gentille pour accepter que je lui casse les pieds pendant 3 ans, toutes les semaines, voire quotidiennement. Et on a fait des visios pour se parler, etc. Mais pour ce qui est des archives, j'ai dû me débrouiller toute seule. Or, ces archives, comme elle vient de vous le dire, sont classées par ordre alphabétique et phonétique. Et donc, c'est pas du tout pratique. Alors, pour moi, c'était vraiment pas pratique. Déjà, je ne savais pas très bien me débrouiller avec ces archives, mais en plus, j'avais besoin, par exemple, de faire le tour du genre de traces que je pouvais, moi, créer, fictionnelles, en m'appuyant sur les vrais. Donc, il fallait que je voie qu'est-ce qu'ils avaient comme traces. Donc j'ai utilisé beaucoup de moyens, parfois des moyens juste laborieux, c'est-à-dire d'aller et de défiler toutes les archives et de les traduire, soit de l'allemand, soit de l'américain. Des journées assez fastidieuses, mais en faisant cette espèce de pêche miraculeuse, par moments j'ai eu des prises incroyables. La chance du débutant, je pense. Et notamment un jour comme ça, je suis tombée sur une archive de ce genre, écrite par un ancien directeur de l'ITS, qui s'appelait Monsieur Hugh Elbott, et qui a été président pendant une transition, qui a dirigé l'ITS pendant une transition. À cette époque-là, les Américains ne veulent plus s'occuper de ce centre d'archives parce que l'ITS a été créé comme une structure provisoire. C'était censé durer autant que les camps pour personnes déplacées et ensuite basta. Et au moment où ils ferment les camps pour personnes déplacées, ils s'aperçoivent que les missions de l'ITS en fait sont pas du tout finies. Au contraire, les lettres affluent de partout. Il y en a sans cesse davantage. Et ils sont bien embêtés parce qu'ils n'ont jamais eu vocation à s'en occuper pour toujours. Donc,
là, à ce moment-là, il y a un moment un peu délicat où ils réfléchissent à qui ils vont le confier. Et donc, dans cette archive, ce monsieur Elbott écrit à sa hiérarchie américaine, militaire, et il leur explique, donc l'entête, c'était futur de l'ITS. Et il leur explique que il ne faut surtout pas le donner aux Allemands. Et donc, à l'époque, la première chose à laquelle les Américains pensent, c'est on va confier l'ITS à la RFA. Voilà, sauf que c'est la RFA du début des années 50. Une RFA noyautée partout par des anciens nazis. Ils sont partout, et on considère que dans les années 50, par exemple, c'est la moitié des juges. C'est une grande partie de la police, c'est les administrations, il y en a jusqu'au Bundestag. Donc vous imaginez la folie de donner ces preuves des crimes à des gens qui vont les faire aussi bien disparaître. Donc c'est exactement ce que M. Elbott écrit à sa hiérarchie dans cette lettre. Il dit, ne faites surtout pas ça. Ils vont détruire les preuves et ils vont invalider les verdicts du tribunal de Nuremberg. Ils vont remplacer les anciens déportés qui travaillent pour nous par des employés allemands qui n'auront pas du tout le même engagement. Et enfin, il dit « J'en veux pour preuve que je viens de découvrir qu'il y avait 45 chefs de la SS et de la Gestapo qu'on avait par erreur embauchés aux archives. » Voilà. Alors, vous imaginez ma tête quand je suis tombée sur cette archive. Et il raconte qu'il a évidemment renvoyé tous ces gens, mais qu'il y en a un qui avait essayé de mettre le feu aux archives. Et on ne sait pas. En fait, il y en a certains qui travaillaient là depuis des années, qui avaient été embauchés par des fonctionnaires américains à une époque où, de toute évidence, la dénazification n'était plus du tout une priorité. Parce que la priorité, c'était la guerre froide. Et quand j'ai trouvé cette archive, je l'ai tout de suite envoyé un mail à Nathalie en lui disant mais c'est fou cette histoire, pourquoi vous n'en avez pas parlé avant la plupart des gens, en tout cas, qui travaillent aujourd'hui à Rollson, avaient oublié l'existence de cette archive, puisqu'elle était dans les fonds depuis les années 50. Alors moi, évidemment, je me suis dit, je vais évidemment m'en servir dans le roman, parce que ça dit bien, voilà, que ça est vraiment, ce que je vous dis, c'est que ça épouse l'histoire de l'Allemagne aussi. Voilà à quoi ressemblent les archives d'Arolsen aujourd'hui. Oui. Pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Parce que donc en fait, les archives sont transférées donc actuellement dans un dépôt. Alors parce que donc dans le bâtiment que vous avez vu au début, qui en fait était qui devait devenir en fait un hôtel parce qu'on pensait que bon, le travail de l'ITS cesserait assez rapidement. Donc les conditions de stockage donc, des documents n'étaient plus garanties. Donc pour l'instant, nous avons cette solution donc, de stockage dans une... en fait, c'est une fabrique de produits métalliques. Hein. C'est pas vraiment idéal, mais enfin bon, les conditions de conservation sont garanties. Et nous prévoyons donc de construire d'ici... ça fait longtemps que la planification est en cours, mais bon, normalement d'ici 2028, le bâtiment sera bâti. On va donc construire un nouveau bâtiment sur le site. Et donc ce que vous voyez ici, donc, ce sont donc, justement les classeurs, je crois, de la mission française de liaison, où j'ai travaillé, donc, où j'ai travaillé au début parce que c'est pour ça en fait que j'ai été engagée. Donc la mission française de liaison, en fait, dépendait en fait donc du ministère des Anciens Combattants à l'époque, parce que donc tout le service international de recherche en fait était contrôlé donc par une commission donc constituée donc de 11 États membres, et chaque État membre donc dont la France avait la possibilité d'entretenir auprès donc de l'ITS une mission de liaison dont le travail donc, était en fait donc, de représenter les intérêts des déportés français, donc de prendre les demandes en charge, d'accompagner les Français dans leur démarche. Et ce qu'on voit ici, c'est les archives qui sont pour l'instant donc, dans le dépôt.
Et après, tu t'es occupée de la mission. Oui, donc alors j'ai travaillé donc jusqu'en 2012 donc comme secrétaire de la mission française de liaison. Et suite à la dissolution donc de la mission française, donc j'ai été donc on m'a donné d'autres missions. Donc c'était en fait entre autres donc travailler donc dans le bureau, donc dans la section de recherche et d'éclaircissement de destin, donc n'est-ce pas? Et donc en 2016, on m'a confié donc cette mission donc de restitution donc des effets personnels. Et donc vous voyez, donc 23 km d'archives linéaires, c'est beaucoup. Dans nos archives, donc, nous avons 30 millions donc, de documents originaux hein, qui sont donc en ligne. Et donc ce que vous voyez donc ici, donc c'est un document donc de Desnos hein, qui vient donc du camp de concentration de Buchenwald, je crois. Hein. Et donc ça, c'est une fiche justement donc d'effets personnels. Avec sa signature manuscrite. Là, vous voyez que c'est pour ça que ces traces qui ont été pendant très longtemps inaccessibles aux descendants sont vraiment très émouvantes et très fortes. Oui. Parce que donc jusqu'en 2007, les archives étaient en fait fermées donc pour le public. Hein. Elles n'étaient pas accessibles pour les chercheurs. Et c'est seulement donc depuis 2007 que aussi donc les familles ont la possibilité enfin de recevoir des photocopies en fait des documents de leurs proches. Parce que jusque là, donc la mission en fait donc de l'ITS c'était surtout donc de délivrer des attestations donc de déportation hein, ou de rechercher les familles, mais une famille, quelqu'un qui s'adressait à nous pour avoir la photocopie d'un document ne la recevait pas. Et c'est que depuis l'ouverture des archives, heureusement, que les familles ont la possibilité de recevoir ce souvenir, parce que souvent donc ces documents sont aussi la dernière trace d'un proche qui n'est pas rentré des camps de concentration. Voilà Nathalie à son bureau. Heureuse derrière son ordinateur. Voilà, lors de notre première rencontre. Et j'ai donc évidemment l'héroïne de mon roman Irène n'est pas Nathalie, c'est un personnage et je tenais beaucoup à ça. Mais je lui ai donné, alors d'une part évidemment elle a été nourrie aussi par les conversations que j'avais avec Nathalie pendant 3 ans. Et puis, je lui ai donné carrément quelques points communs, puisque Irène, comme toi, Nathalie, arrive par hasard à l'ITS. Oui, je suis arrivée par hasard. Oui. Et toi aussi, très jeune. Très jeune, oui. Et j'ai piqué à Nathalie ce truc-là. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, raconte comment tu es arrivée. En fait, j'ai fait des études d'allemand. Hein, et j'ai fait mon divers séjours en Allemagne. Et j'ai rencontré mon mari, comme beaucoup d'étudiants allemands. En allemand. Et donc j'ai voulu rester sur place et par hasard j'ai entendu parler donc de ce service qui cherchait donc une Française donc pour prendre donc en charge la mission française de liaison. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Donc j'avais 23 ans. En fait, à l'époque, il n'y avait plus beaucoup de demandes. En fait, c'était au début des années 80. Et on m'avait dit, vous savez, ça sera 1 an peut-être. Et en fait, de 1 an, je suis restée presque 40 ans. Et en fait, ça vraiment, c'est devenu au fil des années. Je ne connaissais pas du tout, en fait, ni l'ITS, je ne connaissais pas beaucoup non plus l'histoire, je vais dire, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est au fil du temps, donc en traitant toutes ces demandes, avec les contacts, avec les familles, que c'est devenu plus une vocation qu'un travail, je dois dire. Hein. J'ai eu aussi beaucoup de chance. Au début, c'est de travailler donc, avec Pierre Fassinac, c'était le premier officier de liaison donc de la mission française de liaison, qui était lui-même donc un survivant et qui a eu la chance de pouvoir s'échapper, je crois, en Angleterre pour échapper à la persécution des Juifs. Et après la guerre, il a participé donc à la libération du camp de Bergen-Belsen. Et dans ce bureau, donc, il m'a montré les photos de tous ces cadavres qu'il avait vus. Et lors de la libération. Et là, il m'a dit, tu vois, Nathalie, maintenant, c'est pour eux qu'on travaille. Et ça, ça a été le début d'une... Bah oui. On n'oublie pas ce genre de mission, en quelque sorte. La mission à la fois envers les morts et à la fois envers les vivants. Pour les familles, oui. La photo d'après, on va vous montrer quelques exemples des objets qui sont restitués aujourd'hui par l'ITS, par Nathalie, beaucoup. Donc cette montre, c'est quelqu'un de la région lyonnaise,
tu m'as dit. Oui, en fait, oui. Donc, en fait, Francisco Castel était un réfugié espagnol qui a été donc déporté au camp de Neuengamme, qui est décédé lors de l'évacuation à Sandbostel. Et donc, son épouse... Ah bon, d'accord. Oui, d'accord. 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 Et donc son épouse, donc vivait donc à Lyon. Et donc nous avons entrepris donc des recherches pour retrouver donc cette épouse, naturellement donc décédée, mais nous savons que elle avait donc une fille qui elle aussi donc habitait à Lyon, qui a d'ailleurs, paraît-il, été danseuse à l'Opéra de Lyon, d'après ce qu'on m'a raconté, et qui avait donc aussi des enfants et un fils, donc qui se trouvait donc en dernier lieu à Villeurbanne, hein, et que aussi Gaëlle donc a essayé de retrouver pour moi, mais malheureusement j'ai fait chou blanc. Donc on espère peut-être que quelqu'un connaît une famille Castel en contrat, ou alors Jourdan, parce que malheureusement le nom Jourdan est un nom très 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 fréquent. Donc peut-être que on aura de la chance. Alors ça, Nathalie, tu m'as dit, on rajoute cette photo de montre parce que elle me fait penser à ton roman. Oui, exactement, parce qu'on voit donc ici donc dans cette montre, donc on voit que le déporté, c'est un déporté ukrainien qui a certainement au dernier moment essayé de mettre les photos dans sa montre des personnes qu'il aimait le plus, et on voit donc la photo d'un enfant. Et donc ça m'a fait penser donc à ton médaillon, hein, et c'est pour ça que j'ai dit je pense qu'on voit vraiment le lien avec les effets personnels. Oui, parce que là je dois préciser que dans mon roman, les objets qui sont dans mon roman n'existent pas. Je les ai imaginés, et après les avoir imaginés, il y en a quand même un des trois. Il y a un petit pierrot de tissu qui est comme un petit doudou, en fait. Il y a un médaillon de la Vierge à l'enfant, un médaillon en bronze, puisque, vous l'avez compris, ces objets, ils sont encore là parce qu'ils n'ont aucune valeur marchande. Les objets de valeur ont été volés. Donc, ce médaillon ne pouvait pas être un médaillon de valeur, donc c'est un médaillon de la Vierge à l'enfant, d'inspiration russe et en bronze, une chaîne en bronze, et enfin un mouchoir brodé par des déportés de Ravensbrück en cadeau à une autre déportée. Et celui-là, tu m'as dit, il existe. Oui, ça c'est sûr. Après, Oui, c'est d'ailleurs la fille de la déportée qui a cherché donc la personne qui avait brodé en fait ce mouchoir pour le restituer. Voilà. Donc parfois on croit imaginer, mais en fait, les histoires que Gaëlle raconte dans son livre sont tout à fait plausibles. Hein, c'est absolument, c'est pas vraiment c'est pas du roman, c'est vraiment la réalité. Ouais. Ça c'est ce que tu m'as dit dès le début. En fait, quand on a commencé à se parler avec Nathalie, je me disais ça doit être très bizarre pour elle d'avoir affaire à une romancière, parce qu'elle a plutôt affaire à soit des descendants de déportés, soit à des journalistes, mais pas à des romanciers. Et comment moi je travaille, je lui ai dit dès le début, je veux que ce soit un roman où on n'apprenne que des choses vraies. Alors ça peut paraître particulier, voire contradictoire, mais en vérité pour moi ça ne l'est pas du tout. Pour moi la fiction est un moyen de toucher une vérité, à condition que la fiction soit le plus intègre possible et qu'elle ait le plus grand respect pour les sujets abordés. Donc c'est ma manière de faire à chaque livre, mais particulièrement évidemment pour celui-là, je pense, parce que tous les sujets que j'aborde dans ce livre sont des sujets sensibles, des sujets qui ont traversé les vies des gens, brisé les vies des gens, etc. Donc, et puis aussi parce que depuis le début, je me suis dit, on est aujourd'hui à une époque où les témoins disparaissent et où il y a de plus en plus de formes de négationnisme. Donc, je n'allais pas rajouter ma part d'approximation à ça. Donc, j'avais cette exigence-là et je suis très contente de l'avoir eue. Et donc, c'est vrai que pour Nathalie, je lui parlais de mes personnages de fiction et elle me dit ça me fait penser à ça. Mais parce qu'en fait, tous mes personnages sont nés de ma documentation. Moi, j'ai lu à peu près 200 livres d'historiens et de témoins pour écrire ce livre.
J'ai regardé des dizaines et des dizaines de documentaires. J'ai fait des voyages. J'ai passé un temps fou dans les archives. On a beaucoup discuté. Et donc, cette manière de beaucoup travailler la documentation, cet océan de documentation, me permet de tapisser mon esprit de sorte qu'après, quand des personnages viennent, des situations, j'imagine juste. En fait, c'est ça. Donc, il n'y a pas un personnage dans mon roman qui vit quelque chose qui n'a pas été vécu par des gens pendant la guerre. Voilà. Et sur les petits détails, sur les choses, à chaque fois, je l'ai accroché tout le temps à la réalité historique, mon roman. Et ça, c'est vrai que je pense que ça t'a étonné au début. Oui, si, ça m'a étonnée. Oui, et en lisant le roman, après, moi, tu me l'as montré, tu me l'as donné assez vite, j'ai été étonnée de trouver des détails de ma vie ou alors de mon travail dont je n'avais pas parlé avec elle. Donc, je me suis dit quand même, c'était quand même assez, assez étonnant hein, de retrouver autant de choses dans ce roman. Mais en fait, c'est vrai que cette chose-là. Nathalie, comme vous voyez, est quelqu'un de discret, quelqu'un de très modeste. Et bien sûr que pendant les 3 ans où on a discuté, je posais plein de questions, mais elle répondait pas intimement. Elle ne m'a pas confié ses dilemmes dans certaines enquêtes. Elle ne m'a pas dit que certaines enquêtes l'empêchaient de dormir. Elle me l'a dit après avoir lu mon livre. Oui. Elle ne me disait pas tout ça. Tout ça, ça fait partie de son intimité. Et c'est pour ça que j'ai choisi un roman. J'aurais très bien pu m'appuyer sur des vraies vies, parce qu'il y en a plein. Et Nathalie m'aurait donné plein d'idées pour nourrir des vraies histoires. Mais dans les vraies vies des gens, nous n'avons pas cette part d'intimité que la fiction permet d'atteindre. Et on l'a pas. Et si on se permettait de l'inventer, ce serait obscène et on n'a pas le droit de faire ça avec des vraies personnes, me semble-t-il. On ne peut dire que ce qu'ils veulent bien nous confier. Et ils ne nous confient que certaines choses. Et il y a le mystère des êtres et puis il y a aussi leur intimité. Dans un roman, on peut aller plus loin. Et donc, pendant 3 ans, j'ai dit à Nathalie tout le temps, je crois, attention, Irène, c'est un personnage de fiction, ce n'est pas vous. Du reste, moi, je trouve qu'Irène, elle a, par exemple, elle me ressemble aussi beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai dû me mettre dans ses pas pour raconter cette histoire. J'ai dû, en quelque sorte, imaginer les enquêtes d'Irène. Et pour les imaginer, je devais les mener. C'était très particulier. Donc, et puis, ce livre a absolument accaparé ma vie jour et nuit, comme le travail d'Irène accapare sa vie jour et nuit. Donc, on a beaucoup de points communs et il y a beaucoup de ça. Et quand tu as lu le livre, tu m'as dit, Irène, c'est moi. Oui, oui. Voilà. Oui, à la fin, oui, c'est vrai que... Irène, c'est moi. Donc, Irène, c'est elle, Irène, c'est moi. Et donc, on doit avoir beaucoup de points communs. Mais en réalité, la fiction, c'est cette magie de la fiction. C'est qu'elle permet de toucher, de dire des choses qu'on ne pourrait peut-être pas avoir autrement. Mais cependant, je dois quand même dire que je me suis fixé une règle dans ce roman, parmi plein d'autres règles. Mais une règle, c'était qu'en particulier, les gens sur lesquels Irène enquête dans le livre, on ne pouvait savoir d'eux, on ne saurait d'eux, que ce que les archives veulent bien nous dire. Et ça, c'est particulier. En général, moi, quand j'écris un roman, vous savez, on a un complexe de Deus ex machina, on est tout puissant, on crée des personnages, on les connaît intimement, etc. Là, il y a beaucoup de personnages de ce livre dont j'ai dû respecter le mystère. Il y a beaucoup de personnages de ce livre qui me sont restés en partie opaques, comme ils restent opaques à Irène. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé être obligée de m'arrêter à certaines limites, puisque dans la vie, les gens qu'on aime, les gens qu'on connaît, même ceux qui nous sont les plus proches, il y a cette part de mystère, d'inconnu en eux, qu'on ne pourra jamais percer. Et là, dans le roman, c'était comme ça aussi. Et ça m'a énormément plu. Je me demande si je ne vais pas garder cette manière de le faire dans d'autres livres maintenant. Voilà. Alors, très important cet objet, puisque c'est un objet qu'on... Vas-y. Oui, donc c'est... Oui.
En fait, c'est une montre donc, que nous allons restituer donc, demain à une famille, donc aussi donc, à la famille d'Yvon Montagny, donc aussi originaire donc, de Lyon. Et c'est vraiment donc, le hasard, parce que cette montre, pour cette montre, la famille, elle était recherchée depuis quand même assez longtemps. Et juste avant donc, en fait, d'organiser donc, notre venue, un de nos bénévoles a donc retrouvé la famille d'Yvon Montagny. Et c'est donc demain, grâce aux achats départementales, donc, que la restitution donc, pourra donc, avoir lieu. Et donc notre bénévole a retrouvé donc, le neveu d'Yvon Montagny. C'était un jeune résistant qui est mort en fait, à 19 ans, hein, qui a été arrêté suite à un sabotage sur une voie ferrée, et qui est en fait donc qui a été envoyé donc à Neuengamme et dans un de ses commandos extérieurs, et qui est probablement mort sur le chemin, donc il l'emmenait à Sandbostel parce qu'il était donc atteint de dysenterie, et puis donc on n'a jamais retrouvé son corps, mais il reste cette montre qui revient donc plus de 78 ans après à sa famille, qui a toujours porté l'œil de ce jeune homme qui n'était pas rentré, et malheureusement donc la sœur d'Yvon qui a toujours qui l'aimait beaucoup, ne pourra pas participer parce qu'elle est décédée en 2011. Mais son neveu a dit, souhaite prendre donc, le flambeau de la mémoire. Il veut donc conserver cet objet donc, pour honorer la mémoire de son oncle. Et vous voyez la montre, là, à quel point elle est modeste. Moi, je trouve que ces objets sont d'autant plus émouvants qu'ils sont modestes. Et que c'est des objets qu'on a tous dans nos vies. Ouais. Et ça, c'est parce que... évidemment, moi, bien sûr, je me suis intéressée aux biens spoliés, aux Juifs, notamment les tableaux, etc. Mais là, on peut tout à fait comprendre qu'on passe des années d'enquête minutieuse pour restituer un tableau qui vaut des milliers, des millions de francs, etc. Millions d'euros, pardon. Mais là, ça, qu'on puisse se donner autant de mal pour restituer cet objet-là, voilà. Oui. C'est beau, je trouve. C'est beau. Et peut-être, Nathalie, tu peux nous dire juste un petit mot sur comment... Puisque là, on a un peu de recul, il y a 800, presque plus de 800 objets restitués aujourd'hui. Donc, en fait, oui, il faudrait peut-être rappeler un peu l'histoire donc, de ces effets personnels. Donc, les effets personnels donc, sont arrivés... aux archives d'Arolsen au début des années 60. Déjà, 63, tu peux juste nous dire d'où ils viennent. Donc, alors, ils ont été en fait... départ. Oui, alors, d'accord. Donc, ce sont donc... Ces objets donc, ont été confisqués, donc, aux détenus dans les camps de concentration, enregistrés. Et donc, à la fin de la guerre, donc, une partie donc, a été naturellement détruite par les nazis, mais pour le camp de Neuengamme, entre autres, et de Dachau, une partie ont pu être sauvegardées. Et ce qu'on vient de voir, donc, de Neuengamme, donc le commandant du camp de Neuengamme, avant la libération, a essayé donc de s'enrichir encore en emmenant donc, tous les effets personnels du camp dans le nord de l'Allemagne. Et à l'arrivée des Alliés, les Britanniques ont trouvé ce qui restait donc, de ces effets personnels et ont essayé dans un premier temps donc, de les restituer aux familles, après les avoir enregistrés sur des listes. Et ils sont donc arrivés donc, au début des années 60 chez nous. Et dans ces enveloppes, ce sont vraiment des objets qui n'ont aucune valeur matérielle. Hein. Ce sont des montres, des alliances mais en métal, des bijoux fantaisie, des peignes. Vous avez aussi des lames de rasoir. En fait, des choses que les personnes avaient dans leur poche, souvent au moment de leur arrestation. Souvent, ce sont même des petits bouts de papier, des clous, enfin vraiment et ces choses donc, sont arrivées donc, chez nous. On a aussi, bien sûr, essayé de les restituer en 63, de 63 à 74. Mais à l'époque, c'était assez difficile donc, de faire des recherches, parce que nous n'avions pas naturellement les possibilités que nous avons aujourd'hui. Et à l'époque, nous travaillions beaucoup avec les sociétés des Croix-Rouges, parce que donc, ces effets personnels concernent des détenus de 30 nationalités. La majorité ont appartenu à des Allemands, à des Polonais et des Russes. Et donc, après la guerre, en raison de la guerre froide, il était impossible donc, d'entreprendre des enquêtes en Russie ou en Pologne pour essayer de retrouver donc, les propriétaires.
Alors en 74, donc la direction de l'époque a dit donc on ne trouve plus personne, on ne trouve plus de famille, donc on cesse les recherches actives. Et donc ce n'est qu'en 2016, donc avec l'arrivée de notre nouvelle directrice française, qu'elle a décidé donc de reprendre activement donc les recherches, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup de possibilités grâce donc aux archives, aux archives en ligne dans différents services, dans différents pays. Aussi les sites généalogiques qui sont vraiment d'une grande aide. Il y a aussi beaucoup de délais donc de communiquer, qui ont expiré, c'est-à-dire le problème, c'était donc en fait la législation sur la protection des données personnelles. Donc certains délais maintenant sont levés, donc on a accès à certains documents qu'on n'avait pas avant. Et donc depuis 2016, nous avons réussi quand même à restituer près de 900 objets quand même. Ouais. Celui-là, c'est un Lyonnais aussi, non? C'est aussi un Lyonnais, oui, dont on recherche aussi donc aussi la famille. Édouard Desgenef, donc né à Lyon, de père belge, et nos recherches pour l'instant donc n'ont pas abouti parce qu'il semble qu'il était, on ne sait pas s'il était vraiment marié. On a retrouvé la trace, bon, on pense que c'est une concubine, et qui malheureusement a un nom de nouveau très très courant, donc on ne sait pas si ils ont eu des enfants. Et pardon? Ben, il a été arrêté aussi, je pense, près de Lyon, à mon avis. Ouais, ouais. Et il a été donc, déporté aussi à... Ouais. Je sais pas, je pense pas qu'il ait été à Montluc, lui. Je sais pas qu'on... Ouais. Enfin, bon, je pourrais vous donner des informations. Ouais. Et donc, on espère aussi, aujourd'hui, si quelqu'un connaît... Desgenef. Desgenef. Et donc, le nom de la concubine, un nom assez... Hein, Marie Perrin. Donc, c'est vraiment... c'est pas évident. Hein. Ouais, bon, et le problème aujourd'hui, c'est que bon, plus le temps passe, et plus bon, c'est vraiment difficile de retrouver des descendants directs. Hein, je veux dire, en fait, bon, nous, c'est ce qu'on souhaite naturellement, c'est remettre aux enfants. Et malheureusement, pour beaucoup de ces jeunes déportés, bon, ils ont été déportés, ils avaient quel âge? Une vingtaine d'années, ils n'étaient pas encore mariés, donc pas encore d'enfants. Et si bon, ils n'avaient pas de frères et sœurs, il n'y a pas non plus donc de neveux, nièces. Donc c'est vraiment difficile de retrouver des personnes de la famille. Mais bon, nous cherchons quand même jusqu'à temps que nous retrouvons quelqu'un, même si c'est un parent éloigné. Ça peut être aussi des cousins. On essaie vraiment par tous les moyens de retrouver les propriétaires légitimes, en fait, parce que ces objets n'appartiennent pas à l'ITS. Hein. Revenir sur la lettre. Ouais. Oui, on voit bien là le côté, enfin justement à quel point c'est émouvant, ouais. Les petites traces. Ouais. Hein. Ouais, donc des lettres, on a des photos de famille, c'est toujours assez... Et à quel point c'est important pour les familles. Alors là, je suis désolée, je suis repartie dans l'autre sens. Hop. Là, moi, je me suis particulièrement intéressée à ces objets-là, puisque la jeune femme qui est sur la photo centrale, elles sont deux. La plus grande des deux jeunes filles sur la photo centrale et sur la couverture de mon livre. Et cette jeune femme s'appelait Neonella. Et je me souviens plus. Tu sais, Doi Bocchina. Doi Bocchina. Et là, on voit d'ailleurs l'enveloppe aussi. L'enveloppe, les objets. Il y avait tout ça dans l'enveloppe de Neonella. Neonella, on perd sa trace à 19 ans, si je me souviens bien, Nathalie, dans un commando. Elle est transférée, elle est envoyée à Ravensbrück à 19 ans. Et ensuite, dans un commando de Ravensbrück. Puis après, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, hein, c'est ça. Et quand j'ai vu ces objets, que tu me les as montrés, c'est vraiment très émouvant parce qu'il y a des petits bijoux de jeunes filles. Et ma fille a exactement cet âge-là. Et je pensais que c'est exactement les petits bijoux qu'on trouverait sur ma fille si on l'arrêtait aujourd'hui. Ces photos, vous voyez, il y a beaucoup de photos. J'ai beaucoup pensé aux descendants. Alors elle aussi, on la cherche. Hein. Alors, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'elle est russe. Maintenant, c'est terminé. Les recherches en Russie, en Ukraine, pour l'instant, on a dû cesser toute recherche. Mais vous imaginez, pour des descendants, à l'époque, il n'y avait quand même pas beaucoup de photos dans les vies des familles. Et elle est partie avec plein de photos et elle les avait annotées. Et elle les avait annotées en russe. Et si je me souviens bien, c'est laquelle, la maman, sa maman? La maman, attends. Je me souviens, c'est celle de gauche, non? Attends, à gauche, ouais. À gauche, hein. C'est la dame à gauche du petit garçon.
Mais voilà, à chaque fois, elle avait annoté ma petite sœur, ma maman, mon fiancé. Et donc, c'est très émouvant. Voilà, il y avait... voilà, ça, c'est avec sa petite sœur, Nina. Et c'est... Oui, souvent, bon, c'est vrai que c'est vraiment un dernier souvenir. Hein. Je me souviens avoir restitué en France un monsieur, donc un portefeuille avec des photos. Et dedans, il y avait une photo qui montrait son père et lui-même dans ses bras. Et c'est la seule photo qu'il avait de son père et lui. Donc ça, c'était vraiment très, très, très émouvant. Hein. Et j'imagine que ça arrive que quand tu restitues des objets, on restitue une photo, et aussi bien les gens n'avaient jamais vu de photo. Ah oui, ils n'avaient jamais vu de photo. Hein, oui. Ça, c'est les mêmes, avec sa petite sœur plus petite. Donc, alors là, on change de sujet, mais moi, je vous disais que j'ai utilisé des archives. Enfin, je me suis servi des vrais pour en créer des fictives, pardon. Et celle-là, je l'ai carrément utilisée. Je l'ai trouvée, à force de traduire une par une de manière très laborieuse toutes les archives sur lesquelles je tombais. Et ça, c'est une sorte de pêche miraculeuse numéro 2. C'est une lettre d'une mère polonaise au commandant du camp de Buchenwald, si je me souviens bien. Et elle demande à ce qu'on lui rende son fils, qui a été déporté très enfant, en fait, très jeune garçon, pré-ado, dans ce camp, et elle explique que elle a besoin qu'on lui rende parce qu'elle ne peut pas s'occuper de sa ferme toute seule, et elle a besoin de s'occuper de sa ferme parce qu'elle vit dans le gouvernement général de Pologne, et que c'était une occupation bien plus dure que celle qu'on a pu vivre en France. Et pourtant, vous savez qu'on mangeait pas très bien en France pendant l'occupation, mais en Pologne, c'était impressionnant. Il restait pratiquement pas de ration normale pour les Polonais. Et ils devaient tout donner, tout ce qu'ils fabriquaient, aux Allemands. Et elle dit, en gros, moi, je ne peux pas travailler, je joins mon certificat de travail. Et donc, je n'ai pas mon fils, je n'ai pas mon garçon. Vous l'avez envoyé dans un camp. Et sans mon garçon, je ne peux pas m'occuper de ma terre. Et je ne peux donc pas donner aux Allemands ce que je dois leur donner. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai été bouleversée parce que, en lisant cette lettre, je me suis dit comment elle peut imaginer qu'un commandant de camp va lui renvoyer son fils. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qui c'est un commandant de camp de concentration. Et ensuite aussi le fait qu'on ait cette archive, c'est-à-dire que quand même ils l'ont gardée, cette lettre, au camp. Ils l'ont gardée dans leurs archives, et on l'a. Et je l'ai utilisée pour un jeune personnage qui s'appelle Théodore dans mon roman. J'ai fait en sorte que ce soit une lettre de sa mère. Alors ça, c'est des archives qui sont dans les fonds d'Arolsen et que je trouve particulièrement émouvantes, et que j'ai utilisées aussi dans mon roman pour 2 personnages importants, Eva et Lazare. Ce sont des Tu nous expliques ce que c'est ? En fait, donc des questionnaires que les personnes déplacées, donc les survivants, devaient remplir pour les Alliés, et donc afin d'obtenir en fait donc une aide pour avoir moins à manger, pour être habillé, et aussi donc pour pouvoir éventuellement être rapatrié ou émigrer. Et donc ils racontaient en fait sur ce formulaire, ils devaient raconter plus ou moins toute leur vie, et aujourd'hui, pour les familles, imaginez, les familles qui souvent ne savent absolument rien donc du passé d'un proche, ils apprennent plein de choses sur le nom de l'école qu'a fréquenté le grand-père, éventuellement sa formation, les examens qu'il avait passés. Enfin, vous avez plein de détails que les personnes ne connaissaient pas du tout. Par exemple, ils doivent dire à chaque fois où ils étaient les 12 dernières années. Donc là, quand même, ça doit être très précis. Mais c'était surtout pour voir si en fait, de nazis qui essayaient donc de passer à travers les mailles du filet. Hein. Donc, oui, et d'ailleurs, il y a des questionnaires. Moi, j'en ai lu beaucoup. Et il y a des questionnaires où le fonctionnaire allié a mis à la fin dossier douteux. Dossier douteux. Refaites l'enquête. Ça me paraît louche. Et de ce point de vue-là, eux, ils ont vraiment fait le boulot.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Il y en a bien sûr qui ont dû passer à travers les mailles du filet des criminels de guerre, mais en tout cas, ils faisaient l'enquête. C'était très sérieux. Je vous dis ça parce que d'un autre côté, et là je vais pouvoir... le CICR, qui s'occupait pour sa part des réfugiés allemands, notamment parce que les gens qui sont dans les camps pour personnes déplacées relèvent du mandat des Alliés, mais les Alliés ne s'occupaient que des victimes. Donc, par exemple, les Allemands qui ont été obligés, chassés de chez eux à la fin de la guerre, chassés des anciens pays de l'Est, etc., en Allemagne. Et donc, il y a des millions d'Allemands qui sont arrivés en Allemagne à ce moment-là, mais ils n'avaient jamais habité, enfin, la plupart habitaient en Prusse, en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc. Ils sont arrivés en Allemagne. On les a mis dans des sortes de camps aussi. Et personne ne s'occupait vraiment d'eux. Et c'est vrai que leurs conditions de vie étaient très dures. Et donc, le CICR a dit, nous, on va s'occuper des Allemands. Bon, pourquoi pas? Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, en effet. Sauf que ils ont commencé à délivrer des documents de voyage temporaires. Enfin, documents de voyage qui servaient de visa temporaire. Et que là, ils étaient beaucoup moins attentifs et vigilants. Pour le moins. Et donc, c'est devenu la première voie pour les criminels qui ont réussi à s'enfuir. Donc, il faut dire que les fonctionnaires de l'UNRWA, de l'IRO, les fonctionnaires alliés, eux, ils ont fait le boulot. Alors, c'était pas... Il peut y avoir des erreurs, bien sûr, il y a des gens qui leur ont échappé, mais ils ont vraiment enquêté et on le voit sur ces formulaires. C'est très intéressant. Alors, je vous disais que j'avais utilisé des vrais documents. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai cherché mes personnages, le nom de mes personnages, dans le fichier de l'ITS. Puisque c'est un fichier par nom, pour trouver des archives, j'ai fait ça. C'est un procédé que Desnos aurait bien aimé, je pense. Et donc, j'ai cherché Lazar Engelman, qui est mon personnage. Et j'ai trouvé un Lazar Engelman que voilà. Et vous voyez, ce qui est incroyable, le mien, il est tchèque. Il part de Theresienstadt, je parle du parcours concentrationnaire. Ensuite, il est envoyé à Treblinka. Il va être choisi parmi les juifs de travail qui ont le droit qui sont en sursis à Treblinka, qui ont le droit de survivre quelque temps. Il va participer à la révolte du camp. Il va s'enfuir, être réarrêté, mais sous un faux nom, et envoyé ensuite à Buchenwald. Celui-ci, il a à peu près le même âge que mon personnage. Il est hongrois et lui, il passe par Theresienstadt et ensuite à Auschwitz. Et comme mon personnage, c'est un personnage qui est seul, qui a probablement perdu le reste de sa famille à Auschwitz. Et à partir de là, je trouvais ça tellement émouvant que pour moi, ce visage est devenu celui de mon personnage. Voilà, de ce Lazare. Et alors là, vous voyez une autre... j'avais créé un personnage qui est très important dans mon roman qui s'appelle Vita. Et ce personnage est une femme polonaise qui va être déportée à Auschwitz, puis ensuite à Ravensbrück, où elle va mourir. Et quand on la rencontre dans le roman, c'est le moment où elle va mourir. Et on la rencontre au moment où elle choisit de mourir avec un petit garçon, pour ne pas le laisser mourir seul. Et j'avais une image très précise de Vita. Vita, dans mon roman, elle est blonde aux yeux bleus. Elle a vraiment des caractéristiques aryennes et c'est ce qui va causer sa perte, sans vouloir trop déflorer l'histoire. Et un jour, puisque j'étais abonnée à tous les fils sur les réseaux du musée d'Auschwitz, de tous les musées de déportation, et un jour, ce musée... je m'envoie en fait sur mon fil, je tombe sur cette photo-là, et c'est vraiment ma Vita. C'est comme ça que je la vois, c'est comme ça que je l'imagine, Vita. Depuis le début, ça fait quand je vois cette photo, ça fait déjà 6 mois que je réfléchis à ce personnage, qu'elle m'accompagne, et je vois cette photo. Et donc cette femme, cette jeune femme qui s'appelle Janina, dans la réalité, a été la première femme à s'évader d'Auschwitz. Et ensuite, elle a été réarrêtée plus tard et envoyée à Ravensbrück. Donc là aussi, elle a un peu
beaucoup, le même parcours que mon personnage. Et donc, cette photo, je la décris dans mon roman. À un moment, Irène va contacter le musée d'Auschwitz et le mémorial d'Auschwitz et on va lui envoyer cette photo donc dans le roman de Vita. Mais c'est cette photo-là que je décris et que je trouve très émouvante. Et je me suis intéressée aussi à l'homme qui a pris ces photos et qui a sauvé une grande partie. C'était un prisonnier, hein, c'était un déporté. Il a sauvé tous ces clichés au moment où les SS lui ordonnent de les brûler. Il les a sauvés et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on peut identifier certaines personnes. Parfois ce sont les dernières traces d'eux. Dans mon roman, Vita dont je viens de vous parler, elle est née pour moi au moment où j'ai découvert l'existence des mamans du camp. À Ravensbrück, les déportés adoptaient des enfants qui étaient orphelins dans le camp et qui donc étaient voués à mourir très vite. Ces déportés les ont pris sous leur aile et certains enfants de Ravensbrück ont eu plusieurs mamans du camp. Tu parlais de Lily, c'est ça? Voilà. Moi, j'ai vu un témoignage d'une petite fille, quelqu'un qui a survécu à Ravensbrück, mais qui était un enfant, une petite fille à l'époque, et qui racontait avoir eu plusieurs mamans du camp successives, puisqu'elle mourait, une autre prenait la place. Et elle raconte, âgée, que dans son cœur, il y a sa maman et ses mamans du camp. Oui, j'ai aussi eu la possibilité de parler avec un des bébés survivants donc, de Ravensbrück, qui donc m'a raconté donc ce bébé survivant de Ravensbrück donc qui m'a raconté donc que sa maman donc était enceinte donc avant d'être déportée. Il est né dans le camp et en fait c'est grâce à d'autres femmes qu'il a pu survivre parce que sa maman était dans un état déplorable et ce sont d'autres femmes à qui on avait pris les enfants, entre autres une dame, une tzigane, comme on les appelait donc à l'époque, qui avait perdu son enfant parce qu'on lui avait volé, qu'on lui avait enlevé, on l'avait tué, et donc qui ont allaité à tour de rôle cet enfant. Et c'est grâce à ces femmes donc qu'il a survécu. Et il y a aussi donc il m'a dit que Marie-Jo Chambard-Delot, qui était donc une grande résistante, qui s'est aussi occupée de lui et qui considère aujourd'hui aussi comme sa marraine de déportation. Voilà, et je trouve que c'est magnifique et ça illustre l'état d'esprit qui était le mien avec ce roman. Parce que bien sûr que ce roman, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur, bien sûr que dans ce roman, il y a des choses dures parce que les éludés, c'est du négationnisme en fait. Donc dès l'instant où je montre les trajectoires de déportés pendant, parfois avant et après la guerre, je dois aussi expliquer ce qui les a détruits. Mais j'ai cherché dans toute la documentation que j'ai lue sur ces camps, moi j'ai cherché aussi des histoires qui éclairaient des formes de solidarité, des formes d'amour, des formes de résistance, parce que je voulais écrire vraiment un roman sur la vie et sur la transmission. Et donc là, particulièrement, les mamans du camp, c'est vraiment une forme de solidarité qui pouvait leur coûter la vie. Vous savez combien c'est dur de survivre déjà soi-même dans un camp de concentration. Quand on prend sous son aile un enfant qui fait partie de ceux qui sont voués à mourir très vite, évidemment, c'est plus compliqué. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et ce que j'avais envie de partager aussi de toute ma documentation, c'était l'histoire de ces résistantes de Lublin. Nathalie, hein, tu les connais toi aussi, oui. qu'on appelait à Ravensbrück les Kaninchen. Tu peux nous traduire ce que ça veut dire? En fait, les lapins. Les lapins. C'était des jeunes filles, vous voyez, certaines très jeunes, qui étaient des résistantes polonaises, catholiques, et qui ont été, dans leur famille, tout le monde résistait. D'ailleurs, les parents aussi étaient dans la résistance. Et elles ont été arrêtées assez vite dans la guerre. Elles étaient souvent courriers pour la résistance, des choses comme ça. Elles ont été envoyées à Ravensbrück. Et une fois à Ravensbrück, elles ont été sélectionnées pour des expériences médicales.
entre guillemets, hein, puisque en réalité, ces expériences, c'est lié à la mort de Heydrich. Vous savez, Heydrich a été assassiné en Tchécoslovaquie par des résistants tchèques, mais il n'est pas mort sur le coup. Il est mort de la gangrène gazeuse. Et à l'époque, le Führer a mis en question publiquement le médecin qui avait essayé de le sauver. Ce médecin était un médecin très célèbre du Troisième Reich qui s'appelait Dr Gebhardt. Et ce docteur, il a dit, le Führer, c'était lui qui avait causé la mort d'Heydrich puisqu'il n'avait pas soigné comme il faut Heydrich, et notamment qu'il aurait dû employer ce qu'on appelait les sulfamides pour guérir la gangrène d'Heydrich. Et évidemment, c'était très embêtant pour Gebhardt, tout ça. Vous imaginez, vous êtes mis en cause par le Führer publiquement. C'est moche pour vous. Et donc là, sa clinique était à Hohenlychen, qui était à quelques kilomètres de Ravensbrück. Et il a donc décidé de prouver qu'il avait eu raison de ne pas employer des sulfamides, que ça n'aurait rien changé. Et comment il a pu prouver ça ? Il est allé à Ravensbrück, il a demandé s'il y avait un lot de jeunes filles, un lot de prisonnières. On lui a dit, il y a un lot tout de jeunes filles polonaises, c'est parfait. On en a 70. Et donc, ces jeunes filles ont été convoquées à l'infirmerie du camp, Revire, et on les a opérées. Et elles se sont retrouvées avec une jambe dans le plâtre. Certaines sont mortes du tétanos. On a en fait injecté la gangrène à ces jeunes filles. Donc évidemment, celles qui survivent, alors beaucoup survivent, mais voilà, elles sont transformées en Kaninchen pour le camp entier, c'est-à-dire qu'elles sortent sur des béquilles que vous voyez là, avec des blessures terribles. Et elles sont très jeunes. Évidemment, là encore, vous êtes infirme à Ravensbrück, votre espérance de vie vient de chuter drastiquement. Et ce qui m'intéresse, moi, pourquoi je parle d'elles dans mon roman, c'est pas pour leur martyre, même si, bien sûr, il nous remplit de compassion, mais c'est parce qu'elles étaient les victimes par excellence à ce moment-là. Et un jour, elles ont décidé collectivement, et c'est aussi leur force à ces Kaninchen, elles ont décidé collectivement qu'elles ne seraient pas des victimes. Et c'est un truc assez dingue. Elles ont commencé à dire non à tout. Non. Parce qu'ils voulaient les réopérer, en plus. Et donc, elles ont commencé à dire non, on ne va plus à l'infirmerie, on ne se fait pas réopérer. Elles ont fait une manifestation dans l'allée centrale du camp, en béquille, pour protester contre les expériences médicales. Elles ont fait toutes sortes de choses au point qu'elles ont rendu fou le commandant du camp de Ravensbrück, Fritz Zuren, qui appelait leur bloc le bloc des bandits. Vous imaginez ? Des jeunes filles infirmes. Voilà, je décris cette carte dans mon roman parce que, vous voyez, elle a été signée par toutes les Kaninchen pour une de leurs amies qui venait de se faire opérer. Vous voyez le petit lapin avec la patte bandée ? Et il y a marqué KLR, donc Concentration Lager Ravensbrück. Et donc dans mon roman, je décris cette carte. Elles ont aussi créé des archives elles-mêmes, puisqu'elles ont créé des clichés clandestins au cas où on les assassinerait pour qu'il y ait des preuves du crime. Elles ont aussi fait passer des courriers clandestins à la résistance polonaise. Cette lettre a été écrite sur une enveloppe. Elles avaient droit à des courriers, évidemment, censurés. Et il y en a une qui a eu l'idée d'écrire une lettre à l'encre sympathique sur l'enveloppe avec son urine. Et cette lettre a été envoyée à ses parents. Il y avait un petit code dans la lettre pour son frère avec qui elle jouait au roman policier quand elle était enfant. Il a compris le message, ils ont trouvé le message, il a été envoyé à Londres, à la résistance polonaise. Et grâce à ça, alors qu'elles sont encore dans le camp, on parle d'elles au bulletin vespéral de la BBC. Et donc voilà, c'est le courage et l'ingéniosité de ces jeunes filles et leur solidarité qui va faire que dans ce camp, tout à coup, un mouvement énorme de solidarité va se créer pour les protéger. Parce que le commandant du camp comprend qu'il ne pourra pas les briser. Je ne peux pas les briser, donc je dois les tuer. Je dois tuer ces preuves de nos crimes. Il savait très bien que c'était un crime. Et donc, elles sont condamnées à mort, elles sont sur la liste.
Et là, à ce moment-là, pendant des semaines, des mois, toutes les autres, beaucoup d'autres déportés de Ravensbrück vont les cacher tous les jours. Certaines vont mourir à leur place. Certaines qui sont plus âgées, disent je prends ta place dans la file. Et on les déplace sans cesse pour les sauver. C'est un truc complètement... moi, je ne connais pas d'autres exemples de solidarité de ce genre, mais je pense que cette solidarité, elles l'ont créée en étant elles-mêmes extrêmement courageuses et solidaires. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était cette histoire-là surtout que je voulais raconter aux gens. Et enfin, dernier exemple, dans mon roman, je parle des enfants volés. Et là, Nathalie, tu vas nous expliquer un peu. Moi, je dis juste, ces enfants volés, ils étaient volés sur les territoires occupés par les nazis. J'entends parfois dire que c'est des enfants juifs. Alors, pas du tout, puisque vous savez que les SS ont l'obsession du sang pur et ils ont l'obsession de la colonisation. Ils voulaient coloniser une grande partie de l'Europe. Pour ça, ils n'étaient pas assez nombreux et ils ne faisaient pas assez d'enfants. Donc il y avait toute une politique nataliste, mais comme ça ne suffisait pas et que ça ne marchait pas si bien que ça, à un moment, Himmler a décrété que partout où on voit du sang pur, il faut le voler. C'est-à-dire des gens qui ont des traits aryens, c'est forcément du sang allemand. Et donc, on doit les voler. Donc partout dans les pays occupés, des infirmières nazies ont volé des enfants avec l'assistance des SS. Ces enfants, ils ont été confiés à l'époque à des centres Lebensborn notamment. On a falsifié leur état civil. On a enlevé, alors sur cette photo, ils sont plus grands, mais il y en a beaucoup qui étaient enlevés vraiment tout petits, même bébés pour certains. Et on les a, on les mettait dans des centres allemands pour les former, en fait, qui ne parlent plus polonais. Ils étaient punis quand ils parlaient polonais. Ils étaient frappés pour certains, jusqu'à ce qu'ils ne parlent plus qu'allemand. On changeait leurs noms. Les noms étaient souvent proches des noms allemands. Enfin, les noms allemands étaient proches des noms polonais, pour qu'ils les retiennent plus facilement. Et on les a fait adopter par des familles allemandes, à qui on racontait que c'était des orphelins allemands. Nous étions des gens à qui on mentait aussi. Hein. Et voilà un avis de recherche. Après la guerre, tout à coup, on découvre le poteau rose. Les Alliés vont découvrir, les premiers fonctionnaires alliés, notamment, découvrent cette histoire qui paraît complètement folle, puisqu'il y a des listes comme ça, des affiches avec plein de photos d'enfants qui arrivent de plein de pays, de Tchécoslovaquie, de Pologne, un peu partout. Et donc, ça va devenir une des missions des Alliés, et du coup une des missions de l'ITS. Oui, une des missions prioritaires aussi, donc de rechercher ces enfants, enfin, du moins leurs parents, parce que en fait après la guerre, donc les Alliés ont décidé de répertorier tous les enfants non accompagnés. Hein, donc il pouvait donc s'agir de ces enfants qui avaient été volés et qu'on retrouvait par exemple dans des homes, dans des orphelinats. Ça pouvait être aussi des enfants non accompagnés, des enfants juifs qui avaient quand même survécu à la guerre parce qu'ils avaient été cachés, qui n'avaient pas de parents. Hein, donc aussi des enfants nés des enfants nés par exemple de relations entre des Allemandes et des Français, des travailleurs forcés français. Donc il y avait beaucoup d'enfants qui étaient tout d'un coup non accompagnés et qu'il fallait absolument retrouver les parents, ou alors du moins essayer de retrouver une famille. Et et c'est la section de recherche des enfants. Donc il y a une section qui a été spécialement créée pour retrouver les parents des enfants non accompagnés, ou alors pour essayer au moins d'identifier une grande partie, parce que les petits qu'on a retrouvés ne savaient même pas leur nom, hein, beaucoup d'enfants. Et donc il a fallu essayer de retrouver leur origine, leur nationalité, pour le cas échéant essayer de les rapatrier dans leur pays d'origine. Et là, je voudrais que tu nous racontes ce que c'est que cette archive que tu as bien voulu partager avec moi. Oui, donc là, c'est de la lettre d'un enfant qui avait été volé, hein, et qui a été placé dans une famille allemande.
Et il faut dire que bon, généralement, ces enfants étaient très bien, en fait, souvent très bien traités. Ils aimaient leur famille adoptive. Et donc, il raconte donc qu'une dame donc, est venue faire donc, chez elle, à la maison, et qui a voulu donc, en fait, bon, c'est l'histoire d'un enfant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, qui dit que... Oui, absolument. Bah, elle le sait bien, Nathalie, pour le coup. Et donc, il y a une dame donc, qui est passée donc, et qui lui a montré des photos et qui lui a dit, voilà, est-ce que tu reconnais, ça peut être tes parents. Et pour beaucoup, ça a été bon, vraiment un choc, parce que donc, ces enfants qui étaient aimés dans les familles allemandes ont été arrachés à elles et renvoyés souvent dans un pays dont ils ne connaissaient même pas la langue. Ils ne reconnaissaient même plus leurs parents quand ils les avaient retrouvés. Donc, c'était des scènes dramatiques qui se sont jouées. Et les Alliés ont aussi forcé souvent donc, les enfants à être rapatriés dans leur pays, même s'il n'y avait pas de famille. Alors imaginez un enfant heureux dans une famille allemande, envoyé en Pologne. Et là en Pologne, il n'y a plus personne. Alors il a passé sa vie d'abord à l'orphelinat. Où on le traitait d'enfant, de boche, parce qu'il parlait que l'allemand. Et donc c'était un enfant dont la vie a été brisée tout le temps. Et on a eu, après la guerre, ces enfants, une fois adultes, ils ont recherché souvent leurs parents adoptifs. Ça n'a pas toujours été possible, mais il y a eu vraiment des scènes dramatiques à cause de ça. Mais il me semble que tu m'avais dit, alors je ne sais pas si c'est le petit garçon qui écrit cette lettre, mais qu'il y en a un qui avait fugué après avoir été rendu à sa famille polonaise. Il a fugué pour retrouver sa maman allemande. Ça veut dire le déchirement de ses enfants. Et là, dans cette lettre, il dit qu'il y a une dame, une fonctionnaire alliée qui est venue lui dire, qui lui demandait s'il voulait retrouver sa vraie famille. Et il y a cette phrase que je trouve vraiment très touchante. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, ja oder nein. Je ne savais pas si je devais répondre oui ou non. On sent le déchirement, vraiment. Et ça, c'est très touchant. Et moi, j'ai voulu traiter ça dans mon livre. Et ce dilemme même des enquêteurs. À l'époque, l'intérêt des enfants n'est pas du tout... c'est une notion assez moderne, l'intérêt des enfants. À l'époque, on se fout complètement de l'intérêt des enfants. C'est l'intérêt des nations. Et donc, l'intérêt des nations, c'est de récupérer leurs ressortissants, par exemple. Surtout après la guerre qui a saigné l'Europe. Et les enfants sont vraiment un butin recherché et disputé. Tout le monde se dispute ses enfants. Et donc, il n'y a pas de bonne solution, mais les enquêteurs de l'ITS notamment, ils se posaient des milliards de questions. Par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas les laisser là puisqu'ils sont bien? Mais plus tard, est-ce qu'ils auront un vrai statut de citoyen? Est-ce que l'Allemagne leur donnera ce statut? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les ramener dans un pays dont ils sont les citoyens pour plus tard? C'est-à-dire qu'ils allaient jusque-là. Et je trouve ça très beau, en fait, qu'ils se soient donné autant de mal, sachant que c'est un problème qui n'a aucune bonne solution, puisque le crime est fait et qu'on ne peut que déchirer de nouveau ces enfants, et ceux qui ont été rendus à leur famille ont été redéchirés une deuxième fois. Donc, on ne fait qu'ajouter au malheur, mais en tout cas, il y avait de leur part un souci, une bienveillance, une compassion que je trouve... c'est aussi à ça que je voulais rendre hommage à travers mon roman. Et j'ai entendu, puisque grâce à Nathalie, moi j'ai fait des voyages pour ce livre, j'ai fait tous les voyages qu'Irène fait dans le livre, et je suis allée en Pologne et j'ai rencontré l'homologue polonaise de Nathalie, qui s'occupe aussi de la mission de recherche et d'éclaircissement des destins, mais pour la Croix-Rouge polonaise. Et elle m'a montré quelque chose de très beau. Un de ses enfants volés, justement, une petite fille, a été rendue à sa mère polonaise, mais elle était toujours évidemment très attachée à sa mère allemande. Et les deux mères sont restées en lien. Ça, c'est vraiment le jugement de Salomon, vous voyez. C'est vraiment l'amour vrai pour cet enfant des deux côtés qui permet qu'on garde une relation avec l'autre maman, la maman adoptive, la vraie. Et pendant des années, cet enfant voyait ses deux mamans. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a dans les archives, comme vous voyez, énormément d'histoires bouleversantes. Toi, Nathalie, je crois, moi je voudrais bien, parce qu'on arrive à la fin de cette conférence, je ne veux pas trop mordre sur le temps imparti, je ne pourrais pas vous parler de tout ce que j'avais prévu de vous dire, tant pis. Mais
Je voudrais, Nathalie, que tu nous racontes l'histoire de cet homme qui, chaque année, jusqu'à sa mort, t'a appelé le 1er janvier et a été le premier à te souhaiter le nouvel an. Oui, donc j'avais reçu donc, il y a plusieurs années donc, la demande. Donc, oui, donc j'avais reçu la demande d'un... Ouais. Donc, un monsieur qui s'était donc adressé à moi, donc, qui était donc, s'appelle Antoine, et qui donc était, dont les parents donc étaient yougoslaves d'origine et qui avaient émigré donc avant la guerre en France. La maman est morte assez rapidement en France, malheureusement, et pendant la guerre, donc le père a été envoyé au travail forcé en Allemagne. Il n'est jamais revenu. Donc lui, donc Antoine, sa petite sœur ont été placés donc à l'assistance publique. Et sa vie durant, donc il a cru en fait que son père l'avait laissé tomber, en fait, qu'il était parti et puis que bon, il n'était jamais revenu et qu'il avait refait une vie quelque part. Mais bon, il a quand même eu le courage quand même de se construire une existence. Il a créé sa propre entreprise, mais arrivé à la retraite, il a dit bon, faut quand même que je fasse des recherches pour savoir ce qui est vraiment arrivé. Et lors de mes recherches, donc il s'adresse à l'ITS. Et puis, j'ai découvert donc en fait que son père est mort dans un bombardement à Leipzig. Et c'est pour ça en fait qu'il n'est jamais rentré. Il n'a jamais été en fait informé du décès de son père. Et pour lui, ça a été, il m'a dit merci d'avoir dit que mon père était mort, parce qu'en fait ça peut paraître un peu bizarre. Il dit, vous me rendez ainsi ma dignité, hein, et vous... Parce qu'il dit, ma vie durant, j'ai cru que j'étais en fait un enfant abandonné par mon père. Et bon, pendant longtemps, donc, les enfants qui étaient à la DAS, qu'on me disait, bon, c'était des enfants qui étaient toujours mal vus. Hein. Et il dit, grâce à vous, donc, j'ai retrouvé une partie de mon histoire, ma dignité. Et on a donc, grâce à nos recherches, on a aussi donc, retrouvé la tombe même de son père, qui existe toujours. Donc, il est allé la visiter. Et il me dit, mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que quand il allait en voyage d'affaires, il allait régulièrement à Leipzig. Et il dit, j'étais tellement près de lui sans le savoir. Et il dit, mais pour lui, mais c'était vraiment il m'a dit, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Bon, alors après, donc, les contacts, il est passé par Haroldzon, il est venu nous dire bonjour quand même, nous dire merci. Et puis bon, plus de nouvelles. Et puis un jour... c'était vers Noël, ma belle-sœur me téléphone, elle me dit, mais tu es recherchée par un homme. Je dis, quoi, je suis recherchée par un homme? Ben, il dit, oui, c'est un monsieur, hein, Antoine, hein, voilà. Je dis, bah oui, je le connais. Alors ce monsieur, donc Antoine, avait téléphoné à tous les lotiers donc, de France pour avoir mon numéro privé, mon numéro de téléphone privé. Et donc, le premier jour, le premier de l'an, le téléphone sonne chez moi. Il me dit, voilà, c'est Antoine, je voulais être le premier à vous souhaiter la bonne année, parce que vous avez tellement procuré du bonheur avec vos recherches, que je vous souhaite autant, donc je souhaite autant de bonheur que vous m'avez procuré. Et pendant des années, je pense que jusqu'à son décès, le premier de l'an, c'était toujours le premier à me téléphoner. C'est vous dire... c'est vous dire le lien qui unit Nathalie aux gens qu'elle a aidés et qui les unit à elle. Et je pense qu'on voit bien à travers cette histoire tout ce qu'on restitue à travers quelques traces. C'est bien plus que ça. Moi, ce qu'il disait, avoir une vie durant, ne pas savoir de où on vient, ne pas connaître ses racines. Et il dit, mais combien de fois devant le miroir, je me regardais, mais il dit, mais de qui as-tu ce nez, ces oreilles? Et il n'a jamais eu de photo de ses parents, rien, absolument rien. Et il dit, c'est vrai que quand on ne connaît pas ses racines, c'est un poids très lourd, je pense, à porter toute une vie. Hein, et justement, donc, en plus, donc, quand il s'est marié, il n'a pas pu avoir d'enfants, pas construire de nouvelles familles. Donc, c'était pour lui vraiment une grande perte. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, bon, maintenant, c'est vous, ma famille. Et puis, voilà. C'est comme ça que maintenant, j'ai une grande famille un peu partout. Je crois qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est quand même très beau. Merci à tous. Merci, Nathalie. Bon, alors on ne peut rien dire après une phrase pareille, après une fin pareille. Je n'ose pas lancer des questions parce que j'ai peur que sinon vous restiez très très longtemps.
Mais je crois que Gaël Nohan est d'accord, enfin j'espère qu'ils vous ont prévenu. Donc, celles et ceux qui le souhaitent, je vous propose de vous rendre dans la salle à côté, où nous avons des exemplaires de l'ouvrage, de sorte que si vous voulez acquérir l'ouvrage et le faire dédicacer par Gaël Nohan,